Rebonjour. Donc, s'il vous plaît, là, on commence le deuxième chapitre intitulé Propriétés des oses. Généralement, dans les propriétés des oses, on va voir les propriétés physiques et chimiques, ce qu'on appelle propriétés physico-chimiques. Dans le document mis à votre disposition, le polycopié, il y a beaucoup plus de détails que ce qu'on va présenter aujourd'hui. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les parties qui me semblent importantes et surtout qui me semblent un peu délicates et qui nécessitent des explications. Par exemple, vous connaissez tous la solubilité des oses. Je rappelle que la solubilité, c'est une propriété physique. Et donc, vous savez tous que les sucres, ils sont solubles dans l'eau. Hein? Donc ça, vous le voyez tous les jours quand vous mettez le sucre dans le café, le thé, etc. Donc, ce genre de propriété, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais surtout développer les propriétés que, en principe, on utilise en TP ou bien pour illustrer des notions déjà vues et qu'on n'a pas suffisamment détaillées ou bien expliquées. Donc, une des propriétés qu'on a déjà vues, propriété physique, c'est le pouvoir rotatoire. Et s'il vous plaît, c'est une diapositive que vous avez déjà vue. Donc, on a dit que les oses, du moment où ils contiennent au moins un carbone asymétrique, ils ont la capacité de dévier la lumière, le plan de polarisation de la lumière polarisée. Et donc, c'est ce qu'on a appelé le pouvoir rotatoire. Et on a parlé de doses d'extrogir, c'est-à-dire qui ont la capacité de dévier la lumière polarisée à droite, donc c'est marqué par le signe plus, et d'autres sucres qui ont la capacité de dévier la lumière polarisée à gauche, donc on dit qu'ils ont un pouvoir rotatoire lévogir, qui est noté moins. D'accord ? Bien sûr, on en a déjà parlé, l'unité des pouvoirs rotatoires, c'est le degré, donc ça, vous le savez déjà. Et on a dit qu'on peut passer de D-glucose à L-glucose en utilisant un miroir plan. Et donc, c'est le D-glucose fait dévier la lumière polarisée de plus 52 degrés,7, alors le L-glucose, c'est-à-dire son énantiomère, va le faire dévier de moins 52,7. Donc, cette notion de pouvoir rotatoire, elle est très importante, notamment dans l'industrie agroalimentaire, comme les raffineries de sucre, ou bien l'industrie viticole, c'est-à-dire l'industrie qui fabrique du vin, etc. C'est très important pour déterminer la quantité de sucre qu'ils ont dans la matière première ou dans leurs produits. Donc, tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il existe, et ça, c'est l'intérêt du pouvoir rotatoire. Donc, s'il vous plaît, d'une manière générale, on étudie les propriétés physico-chimiques généralement parce qu'on a des objectifs soit scientifiques, analytiques, industriels, etc. Donc, le pouvoir rotatoire, il est très utilisé pour déterminer la concentration de sucre. Et vous voyez, s'il vous plaît, et donc ça, c'est vraiment l'intérêt. Et donc, vous voyez que si on mesure le pouvoir rotatoire, on peut déterminer la concentration de sucre. Donc, le pouvoir rotatoire, on va mesurer le pouvoir rotatoire avec un polarimètre, et donc, ça va, il y a une relation entre ce qu'on appelle la loi de Biot, entre le pouvoir rotatoire et la concentration. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment l'intérêt principal. Toujours dans les propriétés physico-chimiques, il y a une propriété qui est très, très importante, c'est ce qu'on appelle le phénomène de mutarotation des glucides en solution. Et donc, le phénomène de mutarotation, vous l'avez certainement aperçu quand on a parlé de l'existence d'anomalies des comportements des oses, et donc, avec la structure linéaire. C'est-à-dire, on a dit que la structure linéaire des oses n'était pas satisfaisante pour un certain nombre de raisons. On a détaillé
la raison de l'absence de recoloration du réactif de Schiff. Ça, la deuxième raison, donc on va peut-être en parler tout à l'heure quand on va faire les propriétés chimiques, mais à l'instant, on va parler de phénomène de mutarotation. Ce phénomène de mutarotation fait partie des anomalies qu'on observe avec la structure linéaire. La structure linéaire ne permet pas d'expliquer le phénomène de mutarotation. Alors, le phénomène de mutarotation, on va le développer ici parce que c'est une propriété physique des oses. Alors, dans le terme de mutarotation, ça veut dire tout simplement changement du pouvoir rotatoire. Vous voyez ici, s'il vous plaît, si on mesure ici le alpha, hein, d'accord? Si on mesure le pouvoir rotatoire d'un sucre qu'on met en solution avec le temps, on voit que ce pouvoir rotatoire n'est pas stable. Stable, ça veut dire qu'il faut que ça soit comme ça, comme ici. Là, c'est stable. Mais là, il y a une évolution avec le temps. Tout simplement. Pourquoi? Donc ça, on va le voir sur cette diapositive. Le glucose solide, s'il vous plaît, le glucose sous forme de poudre, c'est essentiellement de l'alpha-D-glucopuranose, qui a un pouvoir rotatoire de plus 113 environ. Bien sûr, dans certaines conditions, 25 degrés, etc. Donc, je répète, si vous prenez de glucose solide, c'est-à-dire sous forme de poudre, et que vous le mettez dans de l'eau, par exemple, ben là, vous n'allez pas avoir la valeur de 113 et puis qui ne va pas changer. Cette valeur va évoluer, va baisser progressivement. C'est ce qu'on appelle mutarotation. C'est le changement du pouvoir rotatoire. D'accord? Pourquoi cette valeur de pouvoir rotatoire change? On a dit, voilà le glucose solide, on n'a que cette forme. Si vous le mettez en solution, dans de l'eau par exemple, ben, ce glucose ici qui est forme alpha, donc le OH hémiacétalique est en position trans par rapport à CH2OH, donc va se transformer. Qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner la forme bêta en passant par la structure linéaire. Donc la structure linéaire existe, mais c'est une forme de transition entre la forme alpha et la forme bêta. Donc, la forme bêta, pourquoi on a cette baisse? Parce que la forme bêta, il a un pouvoir rotatoire beaucoup plus bas, qui est de plus 19. D'accord? Et donc, le pouvoir rotatoire va baisser. Et donc, pour donner la forme bêta. La forme linéaire, s'il vous plaît, il existe. Mais vous voyez que à l'équilibre, on a seulement 0,03%, c'est-à-dire 3 dans combien? 3 dans 10 000. Et donc, c'est vraiment rien du tout. C'est une forme de transition. Par contre, à l'équilibre, on a essentiellement la forme alpha qui représente 36,4% et la forme bêta qui est majoritaire qui représente 63,6%. Et donc, l'équilibre, c'est ici. Donc, à l'équilibre, on a la forme alpha et la forme bêta, bien sûr les proportions qu'on vient de dire, et donc, la forme, et bien sûr avec la forme linéaire qui est la forme intermédiaire. Toujours dans les mêmes conditions, on va atteindre toujours le même équilibre. Si on n'avait que la forme bêta au début, ben, elle va également s'isomériser, il va se transformer en forme alpha pour atteindre le même équilibre. Et donc, ici, à l'équilibre, on a la forme alpha, on a la forme bêta, on a à l'équilibre, on a 36,4% de alpha et on a 63,6% de bêta. Ce phénomène de mutarotation, ce phénomène
qu'on a appelé de mutarotation, c'est-à-dire de changement de pouvoir rotatoire en fonction de temps, ne peut pas être expliqué par la structure linéaire et ne peut être expliqué que par la structure cyclique. Et c'est un phénomène physique. Pourquoi? Parce que quand vous partez de la forme alpha ou bien de la forme bêta, il va y avoir isomérisation de telle ou telle forme pour atteindre cet équilibre. Et dans l'équilibre, on a les deux formes alpha et bêta. Bien sûr, s'il vous plaît, si vous voulez faire le calcul, donc, si vous voulez faire le calcul, donc à l'équilibre, j'ai 36,4% de alpha et vous multipliez par 113 et j'ai également aussi bêta, donc vous rajoutez, c'est-à-dire plus 63,6% fois le pouvoir rotatoire de bêta qui est plus 19 et là vous allez trouver la valeur de 52-53 degrés qui est la valeur du pouvoir rotatoire à l'équilibre. Donc je répète, pour les propriétés physiques, donc on a parlé du pouvoir rotatoire, donc c'est une propriété physique, on a des oses d'extrogir et des oses lévogir, on a vu que la mesure du pouvoir rotatoire a une valeur analytique. Pourquoi? Parce qu'il permet de déterminer la concentration des sucres dans un milieu donné en mesurant le pouvoir rotatoire. Il existe une relation entre le pouvoir rotatoire et la concentration. La notion de pouvoir rotatoire, on la retrouve quand on parle de phénomène de mutarotation. Et bien sûr, c'est une anomalie de la structure linéaire parce qu'il ne peut pas expliquer le phénomène de mutarotation. Et donc, c'est la structure cyclique qui permet d'expliquer pourquoi il y a ce phénomène de mutarotation, pourquoi le pouvoir rotatoire change. Ben, tout simplement, le pouvoir rotatoire change parce que la forme que vous avez, quand vous avez de glucose solide, va donner, donc le glucose solide c'est essentiellement alpha, en solution il va donner bêta, et donc quand on parle de alpha et bêta, donc c'est la structure cyclique. Donc pour ce qui est des propriétés physiques, on va s'arrêter ici. Donc on va passer aux propriétés chimiques. Les propriétés chimiques, il y a un certain nombre de choses que vous allez retrouver en TP. Par exemple, vous avez cette diapositive devant vous. Cette propriété chimique, elle est très très utile pour les TP. Donc, de quoi il s'agit? Donc, les oses, ils ont une propriété très importante. C'est la stabilité des oses au milieu, ou bien l'effet de milieu acide et à chaud sur les oses. Donc, au milieu acide et à chaud, il y a déshydratation des oses. Donc, vous voyez ici, si on se place au milieu acide et à chaud, il y a déshydratation. Donc, vous voyez ici, la molécule d'ose va perdre ici de l'eau. Donc, c'est une déshydratation. Bien sûr, au milieu faiblement acide et à froid, les os sont stables. D'accord? Ils ne sont pas dégradés, ils ne sont pas déshydratés. Ici, on se place dans un environnement où on a un milieu fortement acide et à chaud. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez déshydratation de la molécule. D'accord? Déshydratation de la molécule. Et bien sûr, une fois que la molécule perd de l'eau, il va donner ce qu'on appelle les dérivés de furfural. Le furfural, c'est ce que vous avez ici, plus le R. Donc, les dérivés de furfural, cette molécule s'appelle dérivé de furfural. Le dérivé de furfural a la capacité de se condenser avec les phénols et les amines aromatiques. Donc, les phénols et les amines aromatiques, c'est ce que vous avez ici, c'est les molécules que vous avez ici. Vous avez ici, c'est une amine, regardez NH2, une amine, bien sûr avec les phénols. Ici, c'est un cycle, hein, d'accord? Phénol. D'accord? Amine aromatique, d'accord? Ici, phénol, vous avez des alcools, alcool, amine. Donc, l'intérêt, c'est que ces produits, ils vont nous donner une coloration dans le milieu, spécifique de ce que je cherche. Quand j'utilise l'orthotoluidène ou l'aniline, c'est spécifique de glucose, ou des aldoses en général. Si j'utilise ce réactif qui est le réactif de Selivanov, c'est spécifique de cétose.
Si j'utilise le réactif de Bial ici, l'orcinol, c'est spécifique de l'ARN. Si j'utilise le réactif de Disch, les déphénylamines, c'est spécifique de l'ADN. Et donc, je vais obtenir des colorations. Donc, c'est très simple. Je prends mon sucre, je le mets en milieu acide et à chaud, il y a un dérivé de fer fural, et je le condense avec l'une de ces molécules, dépendamment est-ce que je cherche la présence des aldoses, la présence des cétoses, la présence des ARN ou de l'ADN. Et donc, ça va me donner des colorations. Et donc, si j'utilise le réactif de Molich avec une solution, j'obtiens, donc le réactif de Molich est spécifique des glucides. Si j'obtiens une coloration rouge violacée, c'est sûr que j'ai des glucides dans le milieu. Et donc, je conclus, j'ai une réaction positive, donc j'ai la présence de glucides, etc., etc. Donc, ça, c'est quelque chose que vous utilisez en TP, en principe. Malheureusement, on ne fait pas des TP cette année, mais c'est très important, c'est très simple en même temps, et en même temps, c'est très important pour ce qu'on appelle caractériser un milieu donné, c'est-à-dire est-ce qu'il contient les sucres, est-ce qu'il contient, et les sucres de quel type, est-ce que c'est des aldoses, des cétoses, etc. Donc, ça aussi un intérêt analytique. Maintenant, il y a d'autres propriétés qu'on va passer très rapidement. Donc, ici nous avons l'action de NABH4. Donc, je regarde la molécule de départ, j'ai le glucose. Et qu'est-ce qui change dans le glucose? C'est la fonction portée par le carbone numéro 1, c'est-à-dire CHO qui est transformé en CH2OH. Donc, j'ai ici une réduction. Donc, les propriétés que vous avez dans le polycopier, on a fait les propriétés chimiques, on a parlé de la stabilité au milieu acide, au milieu basique. Ensuite, on va parler de la réduction, l'oxydation, les réactions d'addition. Donc, ici, on parle de réaction de réduction. Donc, ici, la réduction, généralement, quand vous avez la baisse d'atomes, du nombre d'atomes d'oxygène, ou bien augmentation de nombre d'hydrogène. Donc, ici, si je compare la première molécule avec la molécule finale, ici, j'ai une baisse d'oxygène. Non. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai une augmentation de nombre d'hydrogène. Donc, j'ai bien une réduction. Donc, c'est une réaction de réduction. Ça, c'est dans le cas d'un aldose. Dans le cas d'un cétose, et si je fais agir le NABH4, je crois qu'on l'appelle l'amalgame de sodium, donc je n'obtiens pas une seule molécule comme dans le cas des aldoses, mais j'ai deux molécules. Donc, je pars de D-fructose, j'obtiens le D-sorbitol et le D-mannitol. Ces deux molécules, ils diffèrent par la position de OH. Ici, le OH, il est à droite, là, il est à gauche. Tout simplement, pourquoi? Parce que ici, j'ai une fonction carbonylée, donc ce n'est pas un carbone asymétrique. Ce carbone ici, il est asymétrique, donc le OH peut être soit à droite, soit à gauche. Donc ça, on a toujours dit, quand on a création d'un carbone asymétrique, on a deux stéréoisomères. Donc ici, le OH peut être à droite ou bien à gauche. Donc ça, s'il vous plaît, toujours une réaction de réduction. Parce que ici, j'ai un atome d'oxygène, je n'ai pas d'hydrogène. J'ai rajouté deux hydrogènes, donc le nombre d'hydrogène a augmenté, le nombre d'oxygène est resté stable, donc j'ai une réduction. Donc, pour l'oxydation, donc on va voir deux types de réactions d'oxydation. Une oxydation modérée, douce. Donc, ce que vous avez ici, je rajoute, je fais la réaction en présence d'iode et en milieu basique. Donc, vous voyez que ici, la fonction aldéhydique est transformée en fonction acide. Donc, ici, j'ai augmentation de nombre d'oxygène et donc j'ai bien une oxydation. D'accord? Donc, ça, c'est une oxydation, je dirais, modérée. Maintenant, on peut faire une oxydation poussée, forte. Dans ce cas-là, regardez, le CHO est transformé en fonction acide. Donc, j'ai bien une oxydation parce que le nombre d'oxygène a augmenté. Mais en présence d'un acide fort,
j'ai également oxydation du dernier carbone, c'est-à-dire du carbone numéro 6, et j'obtiens ce que j'appelle un diacide. Donc là, on a une oxydation poussée. Donc, s'il vous plaît, pour la suite des propriétés chimiques, là, on a une réaction qui est très importante. Normalement, c'est quelque chose qu'on fait en TP. Donc, les sucres, ce sont des sucres qu'on appelle des sucres réducteurs qui ont la propriété de réduire le métaux lourd. Les métaux lourds, vous le savez très bien, c'est comme le cuivre, le fer, etc. Donc, en présence d'un glucide réducteur, les métaux perdent leur charge. Donc, si vous regardez ici, le cuivre, j'ai Cu de plus, j'ai deux charges positives. Donc, le cuivre ici, j'ai Cu2O. Donc, l'oxygène a deux charges négatives. Donc, le cuivre ici porte seulement une charge positive. Donc, je passe de Ce2+, à Ce+. Quand le nombre de charges positives diminue, donc, je suis en présence d'une réduction. D'accord? Donc, qu'est-ce qui a réduit le cuivre? C'est le glucide réducteur. Donc, c'est le glucide qui est responsable de la réduction. Donc, ça, normalement, on le fait en TP. Et donc, quand on prend une solution qui contient le cuivre et on la met avec un glucide réducteur, on observe un précipité rouge brique qui est de l'oxyde cuivreux. Et donc, l'oxyde cuivreux, on a le cuivre qui porte seulement une charge positive. Donc, c'est une forme réduite de cuivre parce que la forme oxydée de cuivre, c'est Ce2+. Qu'est-ce qui a réduit le Ce2+? C'est le glucide réducteur. Donc, en TP, on utilise cette propriété chimique pour montrer est-ce que j'ai un glucide réducteur ou bien un glucide non réducteur. Si je prends le glucide et je le fais réagir avec Ce2+, et j'obtiens un précipité rouge brique, donc je suis en présence d'un glucide réducteur. Si je n'ai pas de précipité rouge brique, je n'ai pas de glucide réducteur. Donc, s'il vous plaît, par la suite, vous avez des propriétés, ce qu'on appelle d'addition. On va rajouter, par exemple, des alcools. On va rajouter, etc. Donc, ici, on va rajouter donc une fonction, une hydroxylamine, d'accord? Ça, on l'a vu quand on a fait la dégradation d'Hall. On va rajouter ici un carbone, ça on l'a vu quand on a fait la synthèse de Culiani-Fischer, etc., etc. Donc, je suis pas, je dirais, je ne me suis pas, très attardé sur les détails des propriétés chimiques parce que c'est des choses qu'on a vues, par exemple, ici, c'est des choses qu'on a déjà vues quand on a fait la synthèse de Culiani-Fischer, ça on l'a fait quand on a fait la dégradation de Hall. Ça, s'il vous plaît, ici, c'est une propriété, d'accord, qui est l'addition des alcools, réaction des alcools avec les sucres. Donc ici, on obtient ce qu'on appelle les imiacétales. C'est-à-dire, on a on a fixation, on a addition d'une seule molécule d'alcool. Donc, ça nous donne un imiacétal. Donc, c'est une anomalie, c'est l'anomalie dont on a parlé ici. Ici, on a les oses forment avec les alcools seulement des imiacétales. D'accord? Alors que les aldéhydes, je ne parle pas des aldoses, forment avec les alcools des acétales. C'est-à-dire, je vais à la fin ici. Donc, s'il vous plaît, c'est une réaction d'addition, c'est-à-dire on va rajouter, vous voyez que l'alcool se fixe ici. Normalement, si on avait une structure linéaire, on devrait avoir deux alcools qui se forment. Hein? OCH3, OCH3. Or, étant donné qu'on a une structure cyclique, on a seulement fixation d'une seule molécule d'alcool. Donc, s'il vous plaît, voilà pour ce qui est des propriétés chimiques et physiques
des os. On a été un peu rapide parce que je crois qu'il faut avancer, mais je me suis arrêté aux choses que je crois qu'il faut expliquer. Mais bien sûr, on se retrouve tout de suite pour la discussion et donc, je vous écoute.